bienvenue sur Médien TV. On ne le dira jamais assez, l'Afrique est le continent qui pollue le moins mais qui souffre le plus des effets du changement climatique. Sur le continent, le phénomène des réfugiés et déplacés climatiques devient une réalité palpable, ce qui pousse l'Union africaine à appeler au recensement et à l'enregistrement des personnes déplacées victimes du changement climatique. Pour en parler, nous recevons Mohamed Saïd Karouk. Il est professeur de climatologie à l'Université Hassan II de Casablanca, avec qui nous évoquerons aussi le leadership du Maroc en matière de sensibilisation et d'action pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique sur le continent. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, je le disais à l'instant, aujourd'hui, l'Union africaine s'intéresse en tout cas à cette question de changement climatique. Mais avant de parler de ça, revenons d'abord sur le Maroc qui a pris part, parce que le Maroc siège actuellement au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Aujourd'hui, si on avait d'abord à nous pencher sur le cas du Maroc par rapport à cette lutte contre les effets du changement climatique, mais aussi aux actions qui sont menées en faveur de l'environnement, quel est le point de la situation? Heureusement, au Maroc, on était conscient, les gouvernements marocains étaient conscients de cette question du changement climatique et depuis le sommet de la Terre de 1992, le premier sommet, le Maroc s'est engagé pleinement dans cette question globale de l'environnement. Et le changement climatique en fait partie, et une partie qui n'est pas la moindre, hein, puisque le réchauffement climatique se situe au sommet de la pyramide environnementale. Et à partir de là, sur le point législatif, le Maroc avait commencé déjà par cette étape qui est fondamentale, mais aussi un pilier pour qu'on puisse intervenir dans ce sens. Et le sommet de la Terre, plutôt la COP 22 de 2016 à Marrakech, qui a été précédée par celle de 2007 à la même ville de Marrakech, en est une preuve sur l'engagement international du Maroc. Aujourd'hui, on peut se féliciter des grandes étapes qu'on a effectuées et aujourd'hui, on est une référence sur le continent africain, mais aussi dans le sens et au niveau régional de la Méditerranée, de l'Afrique du Nord, mais aussi de l'Afrique d'une manière générale. Mmh. Alors, quand on voit l'ensemble donc, des projets qui ont été réalisés, comme ce qu'on voit à l'écran à l'instant avec les projets Nour, entre autres, on sent que de l'effort a été fait. Qu'en est-il de la sensibilisation justement sur les effets du changement climatique? Alors, le côté législatif ne se fait pas tout seul. Il est accompagné par ce qui est sensibilisation, par ce qui est encadrement, par ce qui est orientation. Et de ce point de vue, et le gouvernement, mais aussi la société civile, les ONG et les centres d'action d'une manière globale, au niveau de l'université, au niveau des centres de recherche, prennent en charge cette question de la sensibilisation et de la formation aussi. Hein. Ça fait partie du même genre. Et heureusement, aujourd'hui, les associations qui s'occupent de ça et qui sont encouragées par le gouvernement, bien entendu, aujourd'hui, ils font un boulot extraordinaire. Hein. Ils accompagnent les agriculteurs, les étudiants, la jeunesse d'une manière générale, mais aussi les professionnels. Et ceci, encore une fois, une fierté de la société civile, mais aussi du gouvernement qui ne cesse de développer plusieurs créneaux dans ce sens.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect législatif. Justement, à ce niveau, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, nous avons un arsenal, réellement un arsenal législatif au niveau de l'environnement d'une manière générale, mais aussi au niveau des changements climatiques. Sur le côté de la pollution, malgré que le Maroc ne pollue pas, hein, ne pollue pas sur la scène internationale. Et aussi, les interventions ont été caractérisées par un renouvellement du parc auto national. On le remarque aujourd'hui, il y a presque une minorité des voitures anciennes qui circulent, des taxis en particulier. Ceci a été une étape très courageuse de la part du gouvernement. Nous avons observé un renouvellement du parc de taxis au niveau national qui est représentatif. Hein. Nous avons aussi euh, observé que les acteurs dans le domaine d'une manière générale, les acteurs industriels, les agriculteurs aussi, hein, ils ont été accompagnés par des décrets et par aussi des décisions gouvernementales qui vont dans ce sens. Par exemple, sur le plan de l'agriculture, le côté de l'économie de l'eau et l'utilisation de l'eau, principalement en irrigation, est une réussite remarquable. Le goutte à goutte, par exemple. Hein. Mais aussi plusieurs interventions dans le sens des choix des types d'agriculture qu'on fait au niveau national. Et ceci, bon, je ne dirais que ce que j'ai à la tête, mais je suis certain qu'il y a un très grand effort dans ce sens. Hein. Par exemple, aujourd'hui, les contrôles des, des, des endroits ou des sites sources de la pollution sont une question fondamentale de contrôle Alors, de l'environnement. Alors, il y a Oui, un autre volet aussi important de ce que nous allons voir ce matin, c'est au niveau continental, on le disait tout à l'heure. Qu'en ouais. est-il aujourd'hui? Il y a l'Union africaine qui appelle à recenser donc, et à enregistrer les personnes déplacées, les réfugiés, ce qu'on appelle aujourd'hui en tout cas les réfugiés climatiques. À ce niveau, Mhm. est-ce qu'il y a des données préliminaires quand même qui peuvent permettre d'avoir un aperçu sur l'étendue de ce phénomène-là? Sur le côté continental, dans le sens continental, le Maroc est une référence depuis un bon moment sur cette question du changement climatique. Hein. Et principalement depuis 2016, je veux dire, depuis la COP 22 de Marrakech, le Maroc s'est engagé à accompagner les Africains, les gouvernements africains, avec leur accord bien entendu, et des décisions très courageuses ont été lancées pour l'engagement de toutes les parties, que ce soit la partie marocaine, mais aussi les autres gouvernements des pays amis, frères et amis. Et dans ce sens, je ne ferai que rappeler l'engagement du Maroc vis-à-vis de la commission du bassin du Congo, mais aussi des pays du Sahel. Et ceci a été remarquablement observé par la création et le développement du centre 4C du Maroc, le centre d'études et de formation sur les changements climatiques qui accompagne nos collègues africains de la région sud-africaine, bien entendu. Mais aussi, il faut relever le programme, le 4A sur l'agriculture. C'est l'adaptation de l'agriculture en Afrique au changement climatique qui est un programme, si vous voulez, très ambitieux
dans le sens et de la sécurité alimentaire au niveau africain, mais aussi de l'adaptation de cette agriculture au phénomène et à l'évolution du réchauffement climatique, parce qu'il faudrait rappeler que depuis un bon moment, il faut réellement plus parler du changement climatique, il faut parler du réchauffement climatique, d'un climat réchauffé qui s'est déjà installé et qui évolue dans son installation. Donc, nous avons un exemple très palpable, celui de ces 4 ou 5 dernières années, où une perturbation très remarquable s'était installée en Afrique du Nord, mais aussi en Afrique subsaharienne. Et nous avons observé que les déplacés climatiques ou les réfugiés climatiques deviennent de plus en plus nombreux et Alors leur question justement, par devient... rapport Oui. à ce phénomène de déplacés, de réfugiés climatiques, selon vous, dans quelle zone du continent les ressent-on le plus aujourd'hui? Où observe-t-on plus ce phénomène-là? Alors, j'avais déclaré il y a déjà 4 ou 5 ans sur le continent sud-américain que c'était à propos de l'Amazonie. J'étais invité à faire une conférence dans ce sens et la question et les manières comment on pourrait s'adapter en Amazonie. Alors, les mêmes questions s'appliquent aussi au Congo, au bassin du Congo. Il faudrait signaler que le réchauffement climatique dans cette région n'a pas de précédent. Et puisque c'était la zone, et le demeure d'ailleurs, la plus chaude de la planète. Et donc, avec un réchauffement climatique, il va devenir de plus en plus chaude. Et dans cette zone, il n'y a pas de référence à laquelle avec lesquelles on peut s'orienter, parce que elle était la zone la plus chaude du monde, elle devient la zone encore la plus chaude du monde. Et donc, c'est une première au niveau planétaire, et c'est aux Africains aussi d'inventer des solutions, des moyens via leur observation et leur intelligence. Hein. Justement, quels sont selon vous Oui. aujourd'hui les outils qui peuvent permettre, bon, on sait qu'en termes d'attente et de financement sur le plan international, les choses traînent, mais s'il y a des solutions africaines à ces phénomènes, selon vous, lesquelles devraient-elles être? La meilleure des solutions, c'est la prévention. Hein. La prévention pour faciliter l'adaptation. Si on sait que la région la plus chaude du monde devient encore plus chaude qu'il ne l'a été, il faut s'imaginer que tous les phénomènes climatiques et météorologiques, et ensuite ce qui s'impose via l'effet de ces évolutions soit dans le cycle de l'eau, soit dans la sécheresse particulièrement, mais aussi les inondations, surtout dans les villes et les grandes villes où les infrastructures sont dépassées aujourd'hui par ce qu'on est en train d'observer. Tout passera par se préparer à une adaptation efficace. Alors, et je commencerai par dire, le cycle de l'eau évolue avec une évaporation plus importante, mais aussi un retour de l'eau, pas forcément dans le même endroit de l'évaporation, peut-être ailleurs, et ça on ne peut pas l'identifier facilement. Donc il faut se préparer aux deux phénomènes, au manque d'eau en raison de l'augmentation de l'évaporation, mais aussi à ce retour abondant de l'eau quand il se réalise. Et dans ce sens, sur le plan agricole, en particulier, puisque c'est la sécurité alimentaire et la base de la stabilité, il faudrait réfléchir à des types de cultures qui sont mieux adaptés à une évaporation plus intense. Mais aussi dans les grandes villes, il faut aussi agir dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, tout d'abord à l'élargissement du réseau d'assainissement. Parce que le réseau que nous avons développé depuis le 19e et le 20e siècle, aujourd'hui n'est plus adaptable puisque le climat a évolué, le cycle de l'eau a évolué. Et donc,
les missions pour lesquelles ont été faites ces réseaux, c'est dépassé. Il faudrait la réhabilitation de ces réseaux une dernière question, pour se protéger des inondations particulières. L'adaptabilité sur le plan agricole. À ce propos, je rappelle que le Maroc fait partie des pays, en tout cas, qui font la promotion de ce volet-là. Mais en termes de architectural et de construction, assez rapidement, professeur, il nous reste quelques secondes. Que faudrait-il aujourd'hui faire sur le continent pour limiter l'impact de la chaleur sur les constructions? Alors, les constructions dans l'Afrique subsaharienne est plus ou moins spécifique à la région. Et les Africains sont les mieux outillés sur le plan intellectuel pour comprendre la manière avec laquelle ils vivent dans cette zone et dans leur habitation. Je dirais que la meilleure manière de s'adapter à la chaleur, mais aussi à la sécheresse, c'est d'utiliser des matériaux locaux et qui jouent un rôle d'isolation à la fois, mais aussi de la protection et de la chaleur, mais aussi du froid. Mais le froid ne s'impose pas de la même manière en Afrique. Et donc, le gros problème, c'est celui de la chaleur. Et je pense tout d'abord aux personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes souffrantes des perturbations cardiovasculaires. Oui. Merci. En tout cas, on aura d'autres occasions pour revenir sur tout ça. Merci à vous, Mohamed Saïd Karouk. Je rappelle que vous êtes professeur de climatologie à l'Université Hassan II de Casablanca. Merci à vous. Merci à vous, Merci à tous les aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.